Sous le soleil du Sahel, un mot ordinaire a changé. Longtemps brandi comme une étiquette de mépris, la République bananière se renverse. Dans les couloirs industriels naissants entre Banfora et Bobo-Dioulasso, l'État annonce usine, coopérative et interdiction d'exporter le brut. La banane se mue en farine, en fibres et en barres énergétiques, tandis que Ibrahim Traoré fixe une règle simple: garder la valeur au pays, et que le récit des champs à Ouagadougou remplace la gêne par une promesse mesurable d'autonomie. Que signifie, pour vous, qu'Ibrahim Traoré transforme un fruit en souveraineté? Voyons comment un symbole devient politique. Le Burkina Faso s'avance sur un terrain que peu de nations africaines ont osé tracer. Produire ce qu'il cultive, transformer ce qu'il exportait jadis brut. La promesse est claire. Ne plus vendre la matière première au rabais, mais la valeur ajoutée qu'elle contient. Pour la population, cela signifie une économie plus stable, des revenus récurrents et un contrôle réel sur le fruit du travail collectif. Vendre ce que nous faisons, pas ce que nous perdons, dit souvent Ibrahim Traoré. Mais derrière la fierté renaissante se joue un pari plus vaste. Prouver qu'une souveraineté économique peut émerger sans dépendre de l'aide extérieure. Les enjeux dépassent la banane. Ils touchent à la manière dont un pays enclavé redéfinit le mot « développement ». Si cette expérience réussit, elle pourrait fissurer un siècle de dépendance industrielle et inspirer une réforme du commerce mondial. Et si, pour la première fois, un modèle africain imposait sa cadence? Le tournant s'est produit presque en silence, lors d'une matinée poussiéreuse de 2024 à Ouagadougou. 2 chiffres sont tombés sur la table du ministère. Une chute de 60% des pertes post-récolte et une hausse de 40% du revenu agricole dans les zones pilotes. Ce n'était pas un miracle, c'était la conséquence d'une décision méthodique. Ibrahim Traoré avait ordonné que plus aucune banane ne quitte le pays sans être transformée. Le Burkina Faso, longtemps simple fournisseur, entrait ainsi dans la logique du contrôle de chaîne. Autour de Banfora, Bobo-Dioulasso et Gawa, des unités industrielles surgissaient là où s'étendaient hier encore des champs nus. Chaque bâtiment abritait un maillon: séchage, broyage, emballage, extraction de fibres. Dans ces ateliers, des femmes dirigeaient donc des coopératives et des jeunes techniciens apprenaient à calibrer des séchoirs importés d'Inde. Ce tissu d'usine n'était pas une utopie. C'était la matérialisation d'un programme de 5 milliards de dollars. Les observateurs étrangers y voyaient une ingérence, un défi lancé aux conglomérats occidentaux du fruit tropical. Mais pour les agriculteurs de Banfora, il s'agissait d'un simple rééquilibrage, reprendre la main sur la valeur de leur labeur. Le mot banane, cessait d'être une insulte économique. Il devenait un étendard de justice. Dans les marchés, les emballages marqués « Made in Burkina Faso » suscitaient curiosité et fierté. Pour la première fois, la souveraineté se mesurait non plus aux armes, mais aux usines. Ce mini-révélateur de Traoré transformait un fruit en preuve. La dignité pouvait être produite, quantifiée, emballée. Et derrière ces chiffres se dessinait déjà le changement d'équilibre d'un continent. À Banfora, la première coopérative à avoir signé avec l'État s'appelle Femmes du Soleil. Une quarantaine d'agricultrices, autrefois payées à la journée, y supervisent aujourd'hui des lignes de séchage et de conditionnement. Leurs carnets de commandes, manuscrits au début, sont devenus des tableurs. Avant, nous vendions la banane verte. Maintenant, nous vendons la farine dorée, sourit Awa, la présidente du collectif. Son témoignage incarne la mutation que souhaitait Ibrahim Traoré. Faire des communautés locales le cœur de la production nationale. Autour d'elle, les techniciens formés par l'Institut Polytechnique de Ouagadougou contrôlent les machines importées d'Asie. Leurs paumes sont encore calleuses, mais leurs gestes sont précis. Ils réparent, ajustent, innovent. Les coopératives masculines, elles, gèrent la logistique et l'entretien solaire des toitures.
En quelques mois, ces villages ont connu ce que les économistes appellent l'effet multiplicateur. Les revenus circulent, les routes s'améliorent, les commerces s'éveillent. Cette dynamique a aussi modifié la perception du travail agricole. Ce n'est plus un héritage de pauvreté, mais un levier de respect. Dans les écoles, les enfants écrivent désormais des rédactions sur l'industrie de la banane. Les anciens, d'abord sceptiques, parlent de dignité retrouvée. Ce n'est pas une révolution de slogans, mais d'habitude. Et c'est peut-être là que réside sa force, dans le calme obstiné des mains qui construisent. La question reste entière. Jusqu'où cette transformation sociale peut-elle s'étendre avant de déranger l'ordre établi? Tout a commencé par un convoi. En janvier 2025, les premiers camions ont quitté Ouagadougou chargés non pas de fruits, mais d'acier, de séchoirs et de machines à broyer. Dans la poussière rouge du Sahel, le Banana Belt Industrial Project prenait forme. Ibrahim Traoré, en veste kaki, observait le départ depuis un quai de chargement. Aucun drapeau, aucun discours flamboyant, seulement le grondement des moteurs, symbole d'un pays en mouvement. À Banfora, les fondations du premier pôle industriel ont été coulées à même les anciennes plantations. Les coopératives locales ont fourni la main-d'œuvre. En quelques semaines, les structures métalliques ont surgi au milieu des champs. Séchoirs solaires, moulins, entrepôts de stockage. L'odeur du fruit mûr se mêlait à celle du diesel. Ce mélange improbable est devenu la signature sonore et olfactive d'une ère nouvelle. Puis vinrent les essais. Les ingénieurs ajustaient les températures de séchage, les femmes testaient les emballages, les techniciens réglaient les convoyeurs. Les premiers lots de farine de banane ont quitté Bobo-Dioulasso en direction de Ouagadougou pour un contrôle qualité. Là, un comité de normalisation, présidé par Traoré lui-même, a validé la conformité aux standards alimentaires africains. Ce jour-là, le Burkina Faso cessait officiellement d'être un simple fournisseur. Il devenait producteur industriel. La presse internationale, d'abord ironique, a commencé à s'interroger. Les agences de Bruxelles parlaient de expérimentation risquée, tandis que des analystes africains évoquaient un tournant historique. En interne, les indicateurs montaient. Plus de 40% de revenus agricoles, plus de 200% d'emplois féminins, 60% de pertes post-récolte. Ces chiffres, modestes en apparence, représentaient une rupture statistique. Mais ce qui marquait surtout, c'était le ton des gens. On ne sert plus les autres, on se sert nous-mêmes, disait un contremaître à Gaoua. Les murs des usines portaient des slogans peints à la main. Pas de peau perdue, pas de main impayée. En 6 mois, 5 pôles industriels étaient opérationnels. La révolution s'était matérialisée, non dans la rue, mais dans la cadence des machines. Et tandis que les camions de produits finis prenaient la route de l'aéroport, une question circulait en Europe. Que se passerait-il si d'autres nations du Sahel copiaient ce modèle? Les chiffres parlent désormais plus fort que les discours. 6 mois après le lancement du Banana Belt Industrial Project, le ministère de l'économie a publié les premiers résultats consolidés. Premier chiffre, plus de 40%. C'est l'augmentation moyenne du revenu des agriculteurs affiliés aux coopératives locales. Chaque exploitation ayant livré ses bananes aux usines nationales a perçu des dividendes trimestriels, indexés sur la marge de transformation. Autrement dit, le fruit ne s'arrêtait plus au bord du champ. Il rapportait jusqu'à la dernière pelure. Deuxième chiffre, 60%. C'est la baisse constatée des pertes post-récolte, un fléau ancien du secteur agricole burkinabé. Les nouvelles chaînes de séchage et d'emballage ont permis de prolonger la durée de conservation de 5 jours à 18 mois. Ce bond technologique a transformé la logistique du pays. Moins de gaspillage, plus de stocks stratégiques et surtout une réduction des importations alimentaires de substitution. Ibrahim Traoré a résumé ce progrès par une phrase restée célèbre. « Nous ne combattons pas la faim par la charité, mais par la valeur. » C'est troisième chiffre, 300%. C'est la hausse de l'emploi féminin dans les zones rurales participant au programme. Les coopératives dirigées par des femmes
contrôle désormais près de 60% de la transformation locale. Dans les usines de Banfora et Gawa, des ateliers de formation en contrôle qualité et maintenance mécanique sont devenus des centres de transmission de savoir-faire. Pour les observateurs internationaux, cette féminisation du secteur industriel africain constitue une première. À ces données s'ajoute un indicateur symbolique, 25 000 emplois directs créés en moins d'un an et environ 80 000 indirects dans la logistique, le transport et l'emballage. Ces chiffres, vérifiés par la Banque africaine de développement, confirment que la politique de valeur ajoutée produit un impact macroéconomique mesurable. Mais au-delà de la statistique, il faut lire la dynamique. Le Burkina Faso a inversé son profil commercial. Là où 95% des fruits étaient exportés bruts en 2023, près de la moitié sont désormais transformés sur place. Ce changement structurel entraîne déjà une réévaluation du pays par les marchés africains. Les experts occidentaux parlent d'un précédent. Les analystes locaux, eux, y voient une renaissance. Et pendant que les graphiques se multiplient dans les rapports, la vraie donnée est ailleurs, dans le sentiment de contrôle retrouvé. Ce que prouve Ibrahim Traoré, c'est qu'un pays enclavé peut mesurer la souveraineté, non en kilomètres de côte, mais en tonnes de valeur retenues. Les critiques n'ont pas tardé à émerger. Quand, d'un côté, les institutions financières internationales redoutent un isolement économique. De l'autre, les observateurs africains y voient une libération méthodique. Les premiers affirment que la stratégie d'Ibrahim Traoré menace la compétitivité du Burkina Faso. Pays enclavé, infrastructures fragiles, capital limité. Un modèle dit non durable à long terme. Les seconds rétorquent qu'il s'agit précisément de ce que le développement devrait signifier. Produire localement, consommer localement, et créer une valeur qui ne fuit plus. Pour les défenseurs du libre-échange, la Banana Belt viole les principes de circulation ouverte des biens. Ils redoutent ensuite une escalade de mesures protectionnistes en Afrique de l'Ouest. À Bruxelles, un rapport confidentiel a même évoqué un risque de contagion économique si le Mali, le Niger ou le Ghana suivaient le même chemin. Mais les économistes africains répondent que l'ancienne dépendance aux exportations brutes a déjà prouvé ses limites. Croissance faible, instabilité monétaire et chômage structurel. Traoré, interrogé sur ces critiques, a répliqué d'un ton calme. « On nous a appris à vendre le travail des autres. Il est temps d'apprendre à valoriser le nôtre. » Ce n'était pas une provocation, mais une thèse. Son gouvernement ne prône pas l'autarcie. Il revendique un commerce équitable fondé sur la transformation avant l'échange. Ce modèle n'exclut pas le monde. Il le renégocie. Les partisans du projet s'appuient sur les faits. Un an d'activité, des revenus agricoles en hausse, des pertes divisées par 2, et un signal psychologique envoyé à tout un continent. Les opposants évoquent le coût initial, la dépendance aux technologies importées, la lenteur des corridors logistiques. Les deux camps ont raison sur un point. Rien ne redeviendra comme avant. Car désormais, la question n'est plus de savoir si la Banana Belt fonctionne, mais combien de temps le monde mettra à s'y adapter. Le silence n'était pas un repli, c'était une stratégie. Quand Ibrahim Traoré déclara « Nous vendrons ce que nous faisons, pas ce que nous perdons », beaucoup crurent à une formule. Mais au milieu de 2025, la phrase devint littérale. Les cargaisons de produits finis estampillés « Made in Burkina Faso » atteignirent Dubaï, puis Bombay. Dans les forums commerciaux, 3 mots firent trembler les courbes. Effet, Burkina Faso. L'expression apparut d'abord dans un rapport discret de la Commission européenne, puis se répandit dans les notes internes des importateurs. Les marchés tropicaux, jadis stables, commençaient à osciller. Les supermarchés européens constataient des ruptures d'approvisionnement et des hausses inattendues de 12%. Derrière ces chiffres, un fait simple. Un pays africain venait de toucher la structure du commerce mondial sans tir, sans sanctions, sans armes. À Ouagadougou, la réaction fut calme. Traoré ordonna de maintenir la cadence, de prouver par la régularité ce que le monde prenait pour un coup d'éclat.
Et tandis que les lignes de production tournaient, un sentiment s'installait. La souveraineté n'était plus un rêve, c'était un protocole industriel. Les effets dits de la Banana Belt se lisent désormais dans 4 sphères: nationale, régionale, sociale et symbolique. D'abord, au niveau national, l'économie bascule. Le Burkina Faso a doublé ses recettes d'exportation en un an, malgré un volume plus faible. En 2023, à peine 5% des produits agricoles étaient transformés localement. Fin 2025, ils atteignent 47%. Cette mutation a propulsé le pays dans un nouvel indice africain de résilience économique. Les bananes, la farine et les fibres industrielles représentent 12% du PIB secondaire, un record pour une économie enclavée. Le ministère des Finances évoque une indépendance budgétaire naissante. Ensuite, sur le plan régional, l'effet domino. Au Mali et au Niger, des pôles pilotes ont vu le jour, ou sous supervision conjointe AES. Le Ghana, longtemps observateur prudent, a signé un accord logistique pour mutualiser les corridors ferroviaires du Sahel. L'intégration régionale prend enfin une forme tangible. Ce n'est pas la banane qu'on exporte, c'est la méthode, résume un économiste d'Abidjan. Pour Ibrahim Traoré, cette contagion est le véritable triomphe. La preuve qu'un modèle africain peut se propager par la pratique, non par la dette. Puis, sur le plan social, les vies changent. Dans les villages de Bonfora, les écoles s'équipent, les dispensaires rouvrent, les jeunes retournent au pays, les femmes, devenues gestionnaires, participent aux conseils communautaires. Les familles planifient, épargnent, investissent. Ce que les sociologues appellent le dividende de dignité devient observable. La stabilité quotidienne naît du travail maîtrisé. Un superviseur résume la nouvelle hiérarchie. Ceux qui faisaient décident. De plus, sur le plan symbolique, le récit s'inverse. Le terme « république bananière » n'est plus une insulte, mais un emblème de revanche économique. Les fresques murales à Ouagadougou montrent un ouvrier et un cultivateur tenant le même fruit, avec la phrase « Nous grandissons ensemble, nous nous élevons ensemble ». En Europe, certains journaux l'admettent. Le fruit de la faiblesse est devenu le drapeau de la force. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un dirigeant que comme un traducteur de souveraineté. Il parle au marché à travers des chiffres et au peuple à travers le travail. À ce stade, 3 horizons se dessinent pour la Banana Belt. 3 scénarios que les analystes comparent à des lignes de front économique. Dans le scénario de base, la consolidation. Le Burkina Faso maintient sa production actuelle, stabilise ses exportations et renforce les partenariats avec le Mali, le Niger et le Ghana. Les infrastructures logistiques, encore fragiles, deviennent plus efficaces grâce aux couloirs solaires et aux entrepôts sous chaîne du froid. Dans cette trajectoire, le pays atteint un équilibre. Une industrialisation modeste mais continue, une croissance annuelle de 6% et une reconnaissance africaine comme pionnier du Value Retention Model. Dans le scénario optimiste, l'expansion. Si la demande mondiale de produits transformés africains continue de croître, le Burkina Faso pourrait devenir un hub agro-industriel du Sahel. Des investissements extérieurs, cette fois africains, viendraient amplifier le modèle. Les entreprises publiques se mureraient en sociétés régionales cotées. Le pays dépasserait la dépendance aux subventions, gagnant en influence diplomatique. Ibrahim Traoré l'a dit lors d'un discours. Si nous construisons pour nous-mêmes, le monde viendra acheter ce que nous faisons. Dans le scénario pessimiste, la pression. Les marchés européens, effrayés par la perte de contrôle sur les matières premières, imposent des tarifs, des inspections et des normes restrictives. Le crédit international se resserre. Les retards logistiques s'accumulent. Dans ce cas, la Banana Belt se heurterait à un mur politique plus qu'économique. Mais même ce scénario négatif aurait un effet durable. Il révélerait au grand jour la peur du changement. En réalité, ces chemins ne s'excluent pas.
L'avenir dépendra d'une seule variable, la discipline. Si le Burkina Faso maintient son rythme de production et son autonomie logistique, il deviendra le précédent que d'autres ne pourront plus ignorer. Alors, si le monde change, sera-ce parce que le Sahel aura rêvé plus grand ou simplement parce qu'il aura travaillé plus sérieusement? Dans les marchés de Ouagadougou, les étals ne sont plus identiques. À côté des fruits frais, des paquets jaunes portent désormais une mention discrète. Produit transformé au Burkina Faso. Pour beaucoup, ce n'est qu'un emballage. Pour d'autres, c'est une preuve. L'idée qu'un pays peut nourrir sa dignité comme il nourrit sa terre bouleverse l'imaginaire collectif. Les enseignants y voient une leçon d'économie réelle. Les jeunes, une voie prête nouvelle. Un étudiant en ingénierie explique « Avant, on rêvait de partir. Maintenant, on rêve de construire. » Cette inversion du désir, Ibrahim Traoré la nomme le retour des racines. Les initiatives locales se multiplient. Ateliers d'emballage dans les lycées, programmes d'entrepreneuriat féminin, campagnes de sensibilisation à la consommation locale. Le projet industriel est devenu un mouvement civique. Dans les familles, les conversations changent. On parle moins de départ et plus d'avenir. Même les anciens, témoins d'un siècle de dépendance, reconnaissent dans cette révolution silencieuse une revanche morale. Et hors du pays, des communautés africaines redécouvrent la fierté de prononcer le nom du Burkina Faso. Ce changement touche le spectateur autant que le citoyen. Il rappelle que la souveraineté n'est pas un privilège d'État, mais une responsabilité partagée. Dans cette transformation, chaque consommateur devient complice, chaque geste un vote. Alors, que feriez-vous, vous, si votre travail pouvait changer la valeur d'un mot? Ibrahim Traoré appelle cela la discipline de la souveraineté. Ce n'est pas un slogan, mais une méthode. Le plan pour les 3 prochaines années tient en 5 étapes mesurables. 1. Localiser toute la chaîne. Chaque étape, récolte, séchage, broyage, emballage, doit rester dans les frontières nationales. Des audits trimestriels en vérifient la traçabilité. 2. Former et certifier. Les coopératives doivent obtenir des licences industrielles nationales. L'objectif, 80% des techniciens issus du pays d'ici 2027. L'enseignement professionnel devient un pilier stratégique. 3. Stabiliser les marchés. Un fonds souverain agricole est en cours de constitution pour amortir les fluctuations du prix du fruit. Sa mission, garantir la rentabilité des usines, même en cas de crise mondiale. 4. Étendre les alliances. Le Burkina Faso, via l'alliance EES, développe des couloirs logistiques communs et négocie une union douanière des produits transformés. La souveraineté se partage mieux que la dépendance, répète Traoré. Enfin, mesurer la dignité. Un indicateur inédit, le Dignity Index, suit désormais 3 variables. Revenu rural, emploi féminin et part de valeur ajoutée retenue. Chaque hausse de points n'est pas qu'économique, c'est une victoire morale. Ce plan n'est pas conçu pour la gloire immédiate, mais pour la mémoire collective. Les réformes visent à rendre le progrès prévisible, presque banal, car le vrai changement, selon Traoré, n'est pas dans l'exploit, mais dans l'habitude. Ainsi se dessine une souveraineté qui s'administre comme un budget, rigoureuse, lente, irréversible. La fin de l'histoire ressemble à un commencement. Dans les faubourgs de Banfora, là où tout a démarré, un mur blanc porte aujourd'hui une fresque. Un cultivateur et une ouvrière, côte à côte, tenant chacun une banane dorée. En dessous, une phrase simple. Nous grandissons ensemble, nous nous élevons ensemble. Cette image devenue symbole national rappelle qu'aucune révolution n'est durable si elle n'améliore pas la vie des gens. Ibrahim Traoré, debout devant cette fresque, l'a contemplée sans discours. Il a dit seulement « Ce n'est pas une victoire de chiffres, c'est une victoire de sens. » Oh, oh, ces mots ont circulé comme une onde, repris dans les radios rurales, affichés dans les écoles, peints sur les façades d'usines.
Ce que le monde a appelé la révolution de la banane n'était pas une revanche contre l'Occident. C'était une réconciliation entre le travail et la dignité. Une preuve que la souveraineté se cultive à la main, comme un chant après la pluie. La phrase de Traoré résonne encore. Nous exportions des fruits. Maintenant, nous exportons la signification. La nuit retombe sur Banfora, et les usines bourdonnent encore sous la lueur orangée de leurs lampes solaires. Dans l'air flotte un parfum de fruits mûrs et de gasoil, mélange étrange de nature et d'industrie. Ce son, ce souffle, c'est celui d'un pays qui ne dort plus sur son passé. Le Burkina Faso n'a pas conquis le monde. Il s'est conquis lui-même. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, la dignité est devenue un cycle de production, un geste répété, précis, transmissible. Et si le monde observe aujourd'hui cette transformation silencieuse, c'est peut-être parce qu'elle porte une question universelle. Que vaut une nation qui maîtrise enfin ce qu'elle crée ? Chaque fruit exporté, chaque sac de farine, chaque emploi rural raconte une même idée. La valeur ne naît pas de la richesse, mais du contrôle sur le travail. Alors, si cette histoire vous inspire, partagez-la. Et demandez-vous, à votre tour, que pourriez-vous transformer, vous, pour rendre votre propre dignité mesurable ?